Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter urak, tisztelt igazgató úr, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés ez a mai váratlan felkérés, mert olyan előadókat köszönhetünk ma itt, akik mind a visegrádi együttműködésért, mind pedig Európáért nagyon sokat tettek, és azért is, mert igen jókor és igen érdekes formátumban kerül sor a mai online beszélgetésre vagy vitára. Megítélésem szerint jó dolog a vita, mert nekem volt még részem olyan világban élni, ahol vitának nem volt helye. Ezért tehát én a vitára, mint egy európai értékre tekintek. Igazgató úr visszatekintett a történelmi 1335-ös királytalálkozóra, aminek nem csak azért örülök, mert a jövőről úgy érdemes beszélgetni, hogy látjuk azt is a múltban, milyen szerepe volt a visegrádi együttműködésnek Európa sorsának alakításában. Érdekességként mondanám, hogy az 1335-ös visegrádi találkozóra vendégeit Anjou Károly magyar király feleségének névnapjára, Szent Erzsébet napjára hívta meg Visegrádra. A 3-4 hétig tartó találkozón Luxemburgi János cseh király, valamint fia, a későbbi 4. Károly, harmadik Kázméron kívül részt vett a német lovagrend, valamint harmadik Boleszláv sziléziai herceg és első Rudolf szász választófejedelem. Tehát tágabb keretekben tárgyaltak már akkor is a kereskedelmi utakon kívül más kérdésekről is, így például a kölcsönös békegaranciákról. D'autres questions, notamment politiques. Déjà en 1335, il y avait déjà plusieurs axes autour desquels les rois de l'époque et les princes de l'époque voulaient s'entendre. Donc, c'était également vraiment un moment historique. Il n'est peut-être pas exagéré de dire que sans la formation de ce groupe de Visegrad, très probablement, il aurait été impossible que les pays modernes, comme la Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie, aient pu maintenir leur indépendance. C'était alors une union très importante. Beaucoup d'analystes de l'Europe occidentale ont vu déjà dans ce regroupement comme une stratégie mondialiste. Ce que je pense, c'est que il était très important de coopérer tous ensemble et c'était un moment clé afin de renforcer l'intégration de ces pays. En fait, il y a vraiment une ouverture très importante qu'on a pu et qu'on peut constater à l'intérieur de ces pays, notamment en ce qui concerne les relations extérieures. En fait, le groupe de Visegrad et les pays du groupe de Visegrad, à hauteur de 80-90%, sont tout à fait actifs sur le plan européen. D'ailleurs, le commerce extérieur de ces pays-là se réalise quasi en très grande majorité avec l'Union européenne. C'est pourquoi ce groupe également est tout à fait motivé de participer à façonner l'avenir de cette grande famille qu'est l'Union européenne. Il ne s'agit pas simplement de supporter ce qui se passe au sein de cette union, mais il s'agit également de motiver les changements et d'y participer. Permettez-moi également qu'il s'agit alors de certaines données importantes. Il s'agit de 61 millions d'habitants et juste avant la pandémie, en 2019, le chômage était bien plus bas que dans les autres pays de l'Union européenne. En ce qui concerne les formations, la proportion des diplômés, eh bien, ça se place autour du même niveau que c'est le cas pour la moyenne européenne. Et en fait, il y a une scolarisation qui dépasse en revanche la moyenne européenne en ce qui concerne alors le taux de scolarisation de la population de ces 4 pays.
c'est autour de 70-73%. En revanche, plus de 80% des gens qui habitent dans ces pays-là utilisent Internet et en ce qui concerne l'Internet à grande vitesse, le niveau s'élève à 86% pour la population, donc c'est la couverture de la bande large. Actuellement, ce que je dois faire, ce qui est ma mission, c'est de gérer le fonds des Pays de Visegrad. En fait, c'est la seule institution formalisée de ce groupe des Pays de Visegrad. Alors, l'existence de ces fonds, déjà de ces fonds internationaux des Pays de Visegrad, montre qu'il est très important de soutenir les relations non gouvernementales, mais alors entre les populations civiles. Nos fonds fonctionnent depuis 20 ans et nous avons réalisé plus de 6000 projets, ce qui est la preuve que les personnes habitant dans cette région du monde veulent arriver à des résultats communs, malgré le fait qu'il s'agisse d'une région très diverse en ce qui concerne son héritage historique. Il est également très important de souligner que la région des Pays de Visegrad sont tout à fait intéressés d'avoir un grand voisinage et un bon voisinage, des partenariats conclus avec les régions voisines, ce qui est également prouvé par le fait qu'à peu près 20% de nos projets et de nos subventions sont ainsi donner des partenariats avec des voisins de l'Est. Je suis particulièrement contente alors de pouvoir saluer un des signataires de ces fonds internationaux. Monsieur Bouzek, c'était vraiment un grand merci. Je pense que vous pouvez être maintenant content et fier du projet que nous avions réalisé jusqu'à présent. Je pense que pendant cette conférence, il peut y avoir plusieurs projets et plusieurs questions que nous pouvons débattre. Par exemple, quels sont les facteurs à façonner notre avenir commun? Merci beaucoup, je suis très curieuse de suivre cette conférence. Merci beaucoup, Madame l'ambassadrice. Merci, Edith. Je pense qu'en fait, que ce fonds international et toutes les relations que tu diriges constituent quelque chose de très important dont les résultats sont tout à fait visibles même de l'extérieur. Monsieur le ministre Hubert Védrine, alors à l'époque où j'ai travaillé avec Monsieur Martani, alors vous étiez invité à une de notre conférence des ambassadeurs. Et vous avez fait une conférence très, très intéressante à l'époque. Je pense que votre vision stratégique que vous représentez, et d'ailleurs que vous expliquez dans vos livres et articles, et d'ailleurs qui est également tout à fait valorisé par la politique actuelle en France, c'est quelque chose qui nous est très important. Il est très important que nous puissions entendre votre voix. Il est très important que ce que vous dites, ça puisse être vraiment connu en Hongrie et partout en Europe. Il est très important qu'on sache ce qu'on pense de cette région en France. Monsieur le ministre Védrine, vous avez la parole. C'est bon? Vous m'entendez? Oui. Je crois que Yanoche m'entend. Bon, d'abord, je vous remercie de m'associer à vos réflexions. Je suis très content de revoir, même à distance, plusieurs visages amis. Et en plus, je me rappelle de
de mes rencontres dans des réunions internationales avec Otto de Habsbourg. Mais là, je suis donc dans le monde de 2021. Alors, une première précaution, c'est que je parle vraiment à titre personnel. À titre personnel. Je n'ai pas de fonction. Je suis un intellectuel indépendant dont la réflexion s'appuie sur les 20 années au cœur du pouvoir en France et après, disons, un travail proche des autorités, puisque j'ai fait souvent des rapports, j'ai participé à des commissions, mais je suis une personnalité tout à fait libre. Il est vrai que l'an dernier, j'ai participé pendant 6 mois au groupe de travail sur l'avenir de l'OTAN, donc j'étais un des 10, à la suite des déclarations assez offensives du président Macron, qui avait abouti à ce qu'il y ait un groupe de travail de réflexion. Donc j'ai fait partie de ce groupe de 10. Nous avons, pendant 6 mois, interviewé les 30 ministres, les think tanks dans les 30 pays, et beaucoup d'experts. Il y a un rapport que vous connaissez, qui a été remis donc à la fois au ministre des Affaires étrangères et au secrétaire général de l'OTAN. Et normalement, ça devrait déboucher au prochain sommet sur un nouveau processus pour l'élaboration d'un nouveau concept. Ça, c'est une chose otanienne globale. Mais pour alimenter votre réflexion, il faut que je sois assez direct et assez franc avec vous. En réalité, en France, en dehors des milieux professionnels, je parle des diplomates par exemple, ou des gens qui ont des raisons particulières, bilatérales, de s'intéresser à l'un ou l'autre des 4 pays de votre groupe, la plupart des gens n'ont pas d'idée spéciale sur ce sujet. Donc on ne peut pas se demander quelle est l'opinion des Français sur le groupe de Visegrad. On peut se demander quelle est l'opinion des diplomates, du Quai d'Orsay ou tel organisme, et pas les Français. Donc pour vous éclairer, il faudrait essayer de photographier la position des Français en général, sur les questions européennes en général. Et précisément, c'est assez vague dans la situation actuelle, parce qu'on a une opinion publique qui est partagée. Je rappelle qu'en France, il y a longtemps, le traité de Maastricht était passé avec un point d'écart simplement. Je rappelle que le traité constitutionnel avait été rejeté par les Français, encore plus après par les Néerlandais, mais quand même d'abord rejeté par les Français, qu'après il y a eu le traité de Lisbonne passé par le Parlement, et qu'après, les présidents successifs ont essayé de concilier les choses, étant donné qu'il y a quand même en France des vrais anti-européens, qu'on trouve dans le Paris de Marine Le Pen, ou bien dans une partie aussi chez M. Mélenchon, qu'il y a beaucoup d'eurosceptiques, mais sceptiques au sens vrai du terme, c'est-à-dire pas hostiles. Je distingue ceux qui sont hostiles et ceux qui sont sceptiques, simplement. Les sceptiques, ils sont quasiment majoritaires. C'est des gens qui disent l'Europe, c'est une bonne idée, oui, c'est bien, mais en même temps, ça ne marche pas très bien, on aimerait que ça soit autrement, mais ce n'est pas des gens qui rejettent. Et les gens qui sont sceptiques, qui sont donc quasiment majoritaires aujourd'hui, ou légèrement majoritaires, ne sont pas des gens qui veulent sortir, ce ne sont pas des gens qui sont contre, ils sont un peu flottants en fait. Donc après, ça va dépendre du contexte, ça va dépendre de ce que fait le président en exercice, ça va dépendre de la relation avec l'Allemagne, de la relation avec l'Italie, de la relation avec les autres. Mais vous voyez, ce n'est pas une opinion très, très marquée. Donc il y a les anti-européens qui doivent former quand même largement un quart de l'opinion, c'est anti-européen vrai. Les pro-européens au sens classique, au sens en français européiste, qu'on aurait appelé autrefois fédéralistes, ils comptent presque pas, enfin, ils pèsent à peine en fait dans l'opinion. Ils sont très 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 peu nombreux en réalité. Donc il y a pas mal de pro-européens ouverts mais pragmatiques. Donc ça dépend des sujets en réalité. Ça dépend des sujets. Par exemple, si on interroge les Français aujourd'hui sur l'élargissement, un nouvel élargissement, ils sont contre globalement. Après, ça va dépendre. On dit dans certains cas, ça se justifie peut-être. Ça. Bon. Si on les interroge sur la Turquie, ils seraient totalement contre. La question ne se pose même plus en réalité, mais il faut distinguer. Sur la question de l'intégration, là, il y a une grande confusion parce que vous connaissez, c'est vrai dans tous les pays, hein, y compris chez vous, j'imagine, dans vos 4 pays, entre le mot construction européenne, intégration,
coopération, etc. Les gens mélangent en fait tout ça. Bon. Donc on est arrivé à une opinion française, à mon avis, pas tout à fait fixée, très pragmatique, très empirique, je dirais opportuniste au sens des opportunités. Et donc la relation à l'Europe dépend des sujets. Est-ce qu'il y a en France un mouvement qui se dessine pour aller plus loin dans l'intégration, par exemple à l'occasion de la convention de réflexion sur l'avenir de l'Europe qui vient d'être lancée? Personnellement, je ne pense pas, mais je peux me tromper. Parce qu'encore une fois, les sondages sont pas, les mots ne sont pas les mêmes, donc on n'est pas sûr. Il n'y a pas eu une occasion très claire pour trancher. Même les élections régionales, on va pouvoir mesurer les positions des uns dans des élections régionales, mais ça n'a pas de signification européenne ni globale, vous voyez. Donc, moi, dans mes analyses, je ne vois pas un désir en France d'aller nettement plus loin dans l'intégration. Par exemple, dans l'affaire de la pandémie, il y a des voix qui se sont élevées pour qu'à l'avenir, l'Union européenne ait quand même une certaine compétence en matière de santé publique, une certaine compétence, hein, mais pas toutes les compétences. Personne n'a dit en France que à l'avenir, il fallait que ce soit un commissaire européen qui décide si les écoles sont ouvertes ou fermées. Donc personne ne demande ça en fait. Les gens ne sont pas pour autant souverainistes à l'ancienne. Ils savent très bien qu'il faut combiner les choses. Alors, en ce qui concerne par exemple le fait d'avoir confié à la Commission un travail pour négocier sur les vaccins, au départ, l'opinion était plutôt favorable. Je trouvais plutôt que c'était une bonne idée, plutôt que d'agir chacun dans son coin. Après, quand on a vu le cafouillage et qu'on a vu que ce n'était pas le métier de la Commission, que la Commission ne savait pas bien faire ça, en fait, ça pour des raisons idéologiques, c'est-à-dire toujours la concurrence, essayer de négocier des prix inférieurs. En tout cas, elle n'est pas outillée, ce n'est pas une centrale d'achat en réalité. Donc l'opinion dominante, mais tout ça flotte un peu, hein, l'opinion dominante repart dans le genre l'Europe n'a pas été bonne. Alors, les pro-européens défendent en disant c'est inexact, l'Europe n'a pas de compétences vraies dans le domaine de santé publique, donc on ne peut pas lui faire ce reproche. D'autre part, elle n'a pas mal agi finalement, parce qu'il y a un plan de relance à la longue, plutôt bien fait, qui se combine avec le Green Deal de Mme von der Leyen, qui est plutôt intelligent. Il ne faut évidemment pas abandonner la dimension écologique au passage, puisqu'elle va s'imposer de plus en plus dans le monde entier, dans tous les domaines, à condition que ce soit fait rationnellement, naturellement. Je ne parle pas de l'écologie politique, là. Je parle de l'écologie scientifique. Bon, donc il y a une opinion qui se promène en France entre centre-gauche et centre-droit sur les sujets, et il n'y a pas une demande massive d'une intégration renforcée. Mais il y aura des idées, enfin il y aura des propositions pour que l'Union européenne à l'avenir joue un certain rôle, peut-être de coordination, peut-être en matière de stock stratégique, peut-être en matière d'alerte, mais ce n'est pas du tout un transfert. Je serais moi très étonné que mon propre pays préconise un transfert des compétences de santé publique au niveau européen. À mon avis, ça n'arrivera pas. Donc, il y aura peut-être des déclarations spectaculaires, mais en pratique, ça n'arrivera pas. Bon, donc voilà l'état des choses en France. Donc c'est difficile d'isoler un point de vue particulier sur le groupe de Visegrad que personne ne connaît sauf les spécialistes. Au Quai d'Orsay, il y a des gens que tout le monde connaît dans ce groupe, hein, très compétents, il y a des ambassadeurs très compétents, très dynamiques. En revanche, on trouvera toujours une opinion française qui aura des points de vue plus nets sur la Pologne, pour 36 raisons historiques et politiques, ou sur la Hongrie, pour des raisons plus politiques d'ailleurs qu'historiques en ce moment, avec disons, une dominante critique, pas forcément très critique, enfin bon, en tout cas, il y a un point de vue qui existe. Et pour les Tchèques et les Slovaques, c'est moins net, sauf, disons, il n'y a pas une opinion figée par rapport à ça, vous voyez. Donc, c'est d'ailleurs pas mauvais. Il ne faut pas que vous regrettiez, en tant que groupe de Visegrad, qu'il n'y ait pas une vision très claire dans l'opinion française, puisque nous vivons dans une époque où le poids de l'opinion dans la détermination des politiques étrangères est évidemment trop lourd. L'opinion, c'est réactif, c'est émotionnel, pour ne pas dire hystérique. Donc on est tout à fait dans ce que Tocqueville, qui était un vrai génie quand même,
vers 1820, avait diagnostiqué dès le début, quand il avait dit le grand problème à l'avenir pour les démocraties, c'est qu'elles vont traiter les questions extérieures sur la base de questions intérieures. Alors, évidemment, c'est 1000 fois pire que quand Tocqueville avait fait la remarque. Donc, à mon avis, vous devriez être très content qu'il n'y ait pas de vision trop particulière en France sur le groupe de Visegrad. Ça laisse de la marge de manœuvre au pragmatisme, à l'intelligence politique, etc. D'ailleurs, en réalité, les Français restent les Français. Ils sont très, très narcissiques. Ils sont très égocentriques. Ils sont concentrés sur eux-mêmes. Je sais bien que chaque peuple en Europe est un peu comme ça, mais enfin, la France est énormément comme ça. Donc, ce qu'elle appelle l'Europe, dans les débats, c'est la projection sur l'Europe des idées françaises. Et la plupart des Français n'ont aucune idée réelle du rapport de force actuel. Par exemple, une évidence que je peux dire, parce que tout le monde a compris maintenant, le décrochage France-Allemagne, notamment en matière industrielle. Par rapport à il y a 20 ans, 20, 25 ans, la part du PIB, la part de l'industrie dans le PIB de l'Allemagne n'a pas bougé. En France, ça a diminué de moitié. De moitié. Alors maintenant, tout le monde commence à s'en rendre compte. Il y a l'idée d'un décrochage, et dans d'autres domaines. Donc le débat a lieu en France. Mais il faut quand même des moments très longs pour que les Français mesurent cette question, et ils la mesurent par rapport à l'Allemagne. Et le sujet Allemagne-France, France-Allemagne mange un peu tout le sujet. C'est pour ça que quand on en revient à une analyse plus fine des relations avec chaque pays, on tombe sur des spécialistes. Il y a quelques diplomates, quelques think tanks. Mais j'ai dit ça sur le groupe de Visegrad, mais encore une fois, ne le prenez pas mal, parce que c'est plutôt une chance, à mon avis, pour mener des politiques intelligentes. Et je peux faire la même remarque sur l'Italie ou l'Espagne. Hein. On a beau être à côté avec théoriquement une dimension latine en commun. En fait, la connaissance par l'opinion française de ce qui se passe en vrai en Italie ou en Espagne est très faible. Et même sur la Belgique, personne ne comprend rien en France au fonctionnement de la Belgique, vous voyez. Donc, ma remarque est peut-être paradoxale, mais c'est plutôt un contexte qui n'est pas mauvais, en fait. Alors après, la question, la suite, disons la concrétisation d'une approche française plus opérationnelle sur votre groupe, hein, sur chacun des pays. Ça va dépendre beaucoup de l'actualité de l'année qui est devant nous, en fait. Et ça peut se cristalliser dans un sens ou dans un autre. Bon, moi, je pars d'un point de vue personnel qui est très précis, c'est que je pense que nous devrions globalement prendre plus au sérieux chacun de vos pays et prendre plus au sérieux le groupe en tant que tel. Même si je suis de tradition française, donc franco-allemande, je rappelle, mais mon ami Janos le sait bien, que j'avais participé personnellement à 115 rencontres Kohl-Mitterrand. Donc j'étais tout un passé que vous connaissez. Il n'empêche qu'aujourd'hui, je pense que nous avons besoin, dans l'Europe de 2021 et après, d'une relation assez forte et assez substantielle avec chacun des autres partenaires. C'est vrai pour la Pologne, c'est vrai pour la Hongrie, c'est vrai pour la Tchéquie, c'est vrai pour la Slovaquie. C'est ce que je pense, moi. Bon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer entre les autorités françaises, le président Macron, le gouvernement Macron, le ministre Le Drian, les autres, et les quelques think tanks en France qui ont des idées sur ces sujets? Ça va dépendre beaucoup de deux, trois choses. Je dirais d'abord l'évolution des opinions sur la question migratoire. Pendant très longtemps en France, il y a eu une sorte de déni, comme si la question migratoire n'existait pas, ne se posait pas, et comme s'il n'y avait évidemment aucun lien d'aucune nature avec le terrorisme ou avec l'islamisme, etc. Ce n'est pas simplement la gauche française qui était comme ça, c'est toute la pensée progressiste, disons. C'est une pensée au départ sympathique d'ailleurs. C'est une pensée idéaliste, c'est une pensée utopique, mais qui ne part pas de mauvais sentiments. C'était l'idée qu'il ne fallait pas lier tout ça. Et en effet, objectivement d'ailleurs, la question des flux migratoires est un sujet en soi, la question de l'islamisme est un énorme sujet en soi, la question du terrorisme est un énorme sujet, il y a des recoupements, et on ne peut pas tout mélanger non plus. Il n'empêche que la vision angélique d'avant n'a pas tenu.
Et donc, à la longue, toutes les forces politiques françaises ont été obligées de reconnaître que c'est un vrai sujet. Je ne parle pas de l'extrême droite qui utilise ça, c'est le fonds de commerce de l'extrême droite, mais je parle de l'ensemble des autres. Les partis de gouvernement, qui sont d'ailleurs maintenant très faibles, hein, et le président Macron lui-même, son gouvernement, ils ont évolué là-dessus. En disant, oui, il y a un vrai sujet. Alors, c'est un sujet interminable et très compliqué, donc je simplifie. En gros, s'il y avait un référendum en France sur l'immigration de masse, la réponse serait comme en Suisse. On ne veut pas d'immigration de masse. Si on demandait aux gens est-ce qu'il faut arrêter l'immigration, les gens diraient évidemment non. On ne peut pas arrêter l'immigration. C'est économiquement impossible, humainement cruel et en plus inapplicable. Bon. Pourtant, il y a des idées qui circulent sur un moratoire. Moratoire. Michel Barnier, connu pour avoir été le négociateur du Brexit, a lancé l'idée d'un moratoire, pas la fermeture, qui est impossible, mais qu'on arrête quelque temps pour se mettre mieux d'accord sur les règles. Ça, alors je ne sais pas, il n'y a pas de sondage, mais ça ne doit pas être loin de l'opinion, l'opinion majoritaire, pas 80%, mais disons, ça doit dépasser 50%, cette idée. Les moratoires, ce n'est pas pour fermer. Si on prend l'idée de Michel Barnier, ce serait pour clarifier les règles de mouvements migratoires légaux dans le cadre d'un accord de Schengen confirmé, en ayant vérifié que chacun des pays est capable, pas simplement désireux, mais capable d'appliquer les règles à la gestion de la frontière extérieure, plus clairement. Donc ça suppose l'interconnexion de tous les fichiers, etc. Et ça suppose l'harmonisation du droit d'asile, la clarification. Et en France, en moyenne, là aussi, je parle un peu au pif, hein, comme on dit en français, au pifomètre, mais les Français ne sont pas pour la fin du droit d'asile, certainement pas. C'est un truc très ancien, c'est aussi vieux que l'asile dans les églises au Moyen-Âge, donc il y a une dimension de civilisation dans le droit d'asile. Mais en même temps, les Français, à travers les différents sondages, sont convaincus que le droit d'asile est utilisé pour l'immigration illégale. Il y a une confusion entre les deux. Donc quelqu'un qui dirait en France aujourd'hui, on va clarifier les règles migratoires avec les pays de départ et de transit, qu'il faut associer à cette négociation, qui pourrait passer par des quotas qu'on négocierait tous les ans ou tous les 2 ans. Et par ailleurs, on va confirmer le droit d'asile, mais réservé à des gens qui sont vraiment en danger, vraiment en danger. C'est des textes de base de droit international sur le droit d'asile, des gens qui sont persécutés pour des raisons de race, de sexe, de politique, de religion, parce qu'il y a des guerres, etc. Je pense qu'il y aura une majorité en France autour de ça. Mais je viens de simplifier à titre personnel, en profitant de la liberté de cet échange, mais aucun politique ne va le formuler exactement comme ça. Mais ça va aller plutôt dans ce sens. Donc plutôt dans le sens de plus de règles, en gros. Ce qui veut dire que je pense qu'il devrait y avoir moins de désaccords, moins d'antagonisme dans la période qui vient, qui sont des périodes électorales chez nous, moins de désaccords dans les années passées sur ce sujet. Après, l'autre élément qui domine l'année, je ne vais pas être trop long, je vais pas être trop long encore, mais ce qui domine cette année, c'est le contexte Biden. Alors, la France, évidemment, vous connaissez les positions françaises là-dessus. L'opinion française s'est réjouie de la défaite de Trump. L'opinion française s'est réjouie de l'arrivée du président Biden et de son équipe. Mais les responsables français ne sont pas totalement naïfs là-dessus. Donc, ils pensent que l'administration Biden peut poser à l'Europe des questions compliquées. Par exemple, la Chine. L'administration Biden le président Biden va venir en Europe donc en juin. L'administration Biden, en quelque sorte, veut endiguer la Chine en rassemblant tous les Européens et d'autres pays derrière elle. Alors, quelle va être la répartition en Europe entre les pays qui vont dire c'est très bien, il faut s'aligner totalement derrière les États-Unis à 100%, et les pays qui vont dire
globalement, oui, il faut quand même freiner la Chine un peu. Il faut quand même garder des relations avec la Chine et garder une autonomie de décision. Il faut qu'on ait une position européenne là-dessus. Pas pour faire le contraire des États-Unis, mais pour discuter avec les États-Unis. Puisqu'on peut à nouveau discuter avec les États-Unis avec des gens normaux. Donc certains vont dire qu'il faut qu'on ait notre propre position. Et le mois de juin, c'est dans pas longtemps. Donc est-ce que les Européens vont être capables, dans les quelques semaines qui viennent, d'avoir un point de vue commun pour négocier avec les États-Unis dans un esprit constructif de partenariat et pour ne pas avoir à dire oui ou non à une approche américaine pour entrer dans le jeu? C'est une question que je pose, je n'en sais rien en fait. Donc les relations entre la France et ses autres partenaires ou entre n'importe quel pays d'Europe et n'importe quel autre pays d'Europe, ça va dépendre de ça. Ça se joue pendant un temps assez bref quand même, hein, vu la date. Ça se joue, c'est moins d'un mois par rapport à ça. Alors après, il y a la question russe. Alors la question russe, elle n'est pas approchée de la même façon par les Polonais ou par les Hongrois. Du côté français, vous avez dû voir là, les déclarations du président Macron. Le président Macron continue à penser qu'il faudrait avoir une politique plus astucieuse, on va dire, avec la Russie, être en effet très vigilant, très méfiant, éventuellement rendre coup pour coup dans le cas des cyberattaques, je prends cet exemple, vous voyez, maintenir en Europe et au sein de l'Alliance une capacité impressionnante de dissuasion. Et pour la France, là, il y a encore consensus sur l'aspect dissuasion nucléaire. Il s'est un peu affaibli, mais enfin, il est encore là, en fait. Bon. Mais le président Macron l'a dit plusieurs fois, il faudrait en même temps trouver d'autres domaines de coopération avec la Russie, continuer à parler aux Russes, ne pas être obsédé que par les dirigeants russes, mais parler à l'opinion russe. Il y a quand même une opinion russe dans les grandes villes qui a une autre approche, et faire passer le message que nous sommes fermes, vigilants et dissuasifs, mais qu'on a l'idée quand même d'une relation Europe-Russie à long terme. Et qu'un jour ou l'autre, il y aura un contexte plus coopératif. Le président Macron ajoute souvent qu'il ne faudrait pas que la politique occidentale pousse les Russes vers les Chinois. Bon. Alors, cette position est très, très discutée. Certains disent que l'argument chinois ne vaut rien parce que la Russie a fait son deuil, la Russie de Poutine a fait son deuil des relations avec les Occidentaux, n'en attend rien du tout, et que donc, ils sont obligés de s'allier avec la Chine, c'est comme ça. Je dois reconnaître, là aussi pour être honnête, que quand le président Macron a essayé de relancer la relation avec la Russie, personnellement, je l'ai approuvé, hein, pour être transparent avec vous, j'ai approuvé cette démarche. J'aurais préféré qu'il le fasse un peu plus tôt, enfin bon, ça n'a rien donné en fait. Le président Poutine, pour des tas de raisons, n'a pas répondu. Soit il ne s'intéresse qu'à la relation avec les États-Unis, c'est possible, hein, c'est qu'on verra quand il y aura un sommet Biden-Poutine, préparé par des déclarations très, 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 très dures, mais il y aura quand même un sommet un jour. Hein. Donc, il faudrait essayer, nous, les Européens, d'imaginer ce que ça peut vouloir dire. Enfin, en tout cas, la démarche française n'a pas eu de résultat pour le moment. Le président Macron continue à penser qu'à long terme, il a raison, enfin, qu'il y a une vraie question. Il faut inventer une politique russe et qui soit pas simplement le rapport de force et la dissuasion. Bon, là, ça dépendra donc de ce que le président Biden va dire. Est-ce qu'il va demander que tout le monde soit derrière lui complètement? Est-ce qu'il va se lancer dans l'idée du sommet des démocraties que nous avions déjà connu avec Bill Clinton et Madeleine Albright? Et je rappelle qu'à l'époque, ils avaient eu le plus grand mal à faire la liste des démocraties, en fait. Parce que les démocraties, ce n'est pas noir ou blanc. Il y a des tas de pays entre les deux. Alors, si ça recommence, ils auront du mal à savoir où il faut mettre. Est-ce que M. Modi en Inde est une démocratie telle que les Occidentaux la définissent? Ce n'est pas évident, vous voyez. Il y a plein d'autres sujets comme ça. Voilà. Donc, je vais terminer là-dessus pour l'intervention. La suite des relations France, chacun des pays, les quatre, hein, plus le groupe. Aujourd'hui, je répète donc que c'est ouvert à un pragmatisme que moi je souhaiterais que nous on renforce. Mais en vérité, ça va dépendre de ce qui va se passer dans l'année qui vient, qui peut nous rapprocher, nous opposer, pas nous opposer, mais enfin nous éloigner, on va dire.
Donc, ça reste largement ouvert. Voilà, excusez-moi, j'ai sans doute été un peu long, mais c'est un sujet intéressant. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et je pense que cette vue géopolitique est très importante, très intéressante à nous aussi. Et cela a mis en contexte notre petite région d'Europe centrale. Et avec ceci, je voudrais passer la parole à Monsieur Jerzy Buzek. Si je comprends bien, je suis maintenant, j'ai la parole. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Bonjour, oui. Vous m'entendez? Vous me voyez? Oui, super. Donc, merci beaucoup pour cette réunion, pour l'invitation à cette réunion. C'est très important. Les 30 ans de la coopération de Visegrad était très important dans ma carrière, dans ma vie aussi. Et merci, Monsieur le Président de la Fondation Otto Habsburg et également à Son Excellence Madame Ambassadrice et Monsieur le Ministre Védrine à vos présentations inspirantes. Et je suis d'accord avec presque tout ce que vous venez de dire. Et je pense que ce qui est le plus important, c'est d'ouvrir un dialogue avec la participation de tous, donc tous les Européens. Donc, je pense que ça, c'est la plus importante. Et maintenant, si vous me permettez, j'aimerais changer à ma langue maternelle, polonais, parce que c'est toujours plus facile pour moi. Et vu qu'on a des interprètes qui nous aident avec la traduction, j'espère que vous allez comprendre tout ce que je dis. Donc, les organisateurs m'avaient demandé de parler de l'influence d'Europe centrale sur les pensées, sur les réflexions. Et peut-être, si vous me permettez, Ah, donc il fallait juste que je modifie quelque chose avec je règle quelque chose avec les sons parce qu'il y avait de l'écho. Donc maintenant, ça marche bien. Donc, on parle de la 30e anniversaire de cette coopération de Visegrad, mais j'aimerais aussi parler du groupe, de la situation actuelle, parce que je pense que le groupe de Visegrad d'aujourd'hui n'est pas le même qu'il était il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Quand nous avons laissé le système communiste derrière nous, à l'époque, au départ, c'était une coopération des présidents des républiques après le changement de régime communiste. Et ensuite, on a transformé cette coopération en une coopération des premiers ministres parce que c'était à l'époque que nous avons en négociation de l'adhésion à l'Union européenne. Si je me rappelle bien, là, c'était déjà 4 membres, vu que la Tchécoslovaquie est devenue déjà 2 pays séparés. Et il y avait Zonda Zeman, Viktor Orban et M. Buzek. Donc, il y avait 4 premiers ministres représentant la Slovaquie, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne. Et j'ai l'impression que nous sommes en train de s'éloigner. Nous avons un peu, nous avons distancié un peu de cette coopération des 4 premiers ministres en ce qui concerne les positions sur la démocratie, sur l'état de droit, sur la liberté des médias, sur le poids de la société civile
la décentralisation de l'État, les institutions européennes. Donc, je pense qu'à l'époque, c'était notre objectif, notre but. À l'époque, on n'avait pas réfléchi de l'essence de la démocratie, mais aujourd'hui, je pense que ces institutions ont des contraintes, des doutes concernant la qualité de certaines institutions, de certaines notions dans certains de ces pays. Et je pense que aujourd'hui, nous sommes ici dans l'organisation de la fondation de Otto Habsbourg qui pourrait prendre un rôle très important dans ce débat parce qu'il nous faut rassembler la force démocrate, enfin, des institutions démocratiques des États. Je pense qu'il ne fallait jamais, il ne peut pas être une partie politique qui s'approprie de ces institutions démocratiques. Je trouve cela une direction très dangereuse parce que c'est l'indice de notre approche enfin, d'être ouvert envers ces valeurs qui définit bien notre esprit européen. Et je pense que c'est quelque chose qui ne peut perdre de vue pour l'avenir, parce que c'est ça la clé de notre avenir. Je pense que les États d'Europe centrale ont une expérience de plusieurs siècles en ce qui concerne l'intégration, l'immigration, les coopérations. Ce sont des systèmes qui ont survécu à des siècles historiques. Je pense que la politique de l'Europe centrale, avoir des fédérations pacifiques comme l'Union lituanienne, c'était un État paisible, un État pacifique à l'époque. Qui a créé la première constitution de notre continent européen. Il ne faut pas oublier que l'union personnelle polono-lituanienne, c'était la première qui a conçu la première constitution européenne de notre histoire. Donc, je pense que ces expériences historiques nous accompagnent rarement dans nos efforts de créer, de contribuer à l'intégration européenne que nous essayons de façonner, malgré le fait que ces expériences pourraient nous aider beaucoup dans la décision politique. La citoyenneté, et cette vie multinationale et multiculturelle, je pense que ce qui est l'Union européenne, je pense que c'est très important de prendre vraiment les leçons, de tirer les leçons de ces expériences historiques. J'aimerais maintenant parler de 3 thèmes les plus importants. Le premier, lié à nos expériences historiques, c'est de fuir l'Est. Je pense que c'est une des leçons les plus fondamentales historiques qui a lié les États de Visegrad au cours des années de la guerre froide, pendant l'époque de la transformation. C'était ça l'expérience essentielle, c'est d'essayer de se distancier de l'Est. On a eu le rideau de fer, mais on a quand même eu un sentiment d'appartenir à l'Occident. Et cette transformation qui a eu lieu en 89 et dans les années 90, on a fui l'Est et on a on a été accueillis par les bras chaleureux de l'Occident. Et je pense que notre coopération de Visegrad, c'était vraiment dans un effort, dans une volonté
de pousser des racines sur cette terre occidentale et justement de faire partir, de s'incruster dans cette communauté européenne. Je pense que c'était une époque quand l'Europe pourrait enfin respirer avec toute la surface de ses poumons et c'est là où on a eu, enfin, on a déclenché ce processus d'intégration européenne. Ensuite, il y a eu des attentes des différents pays membres de l'Union européenne qui a ensuite formé, qui s'est joint, se sont associés pour former l'Union européenne. Même avec le traité de Nice, se concentrait sur le processus de la décision dans une Union européenne élargie. Mais le référendum de 2003 disait que nous donnons notre approbation, notre accord de notre principe fondamental d'Européens qui ont été façonnés par les États démocratiques et qui faisait qu'il n'y a pas eu de... donc, il y a eu un consensus concernant, et c'est ensuite qu'on a commencé les négociations d'adhésion. Donc, on a vraiment fait des avancées énormes concernant les réformes, mais on a vraiment essayé de toujours, ce qui était devant nos yeux, c'est de comment on peut s'intégrer dans cet esprit, dans ces principes européens et justement comment on peut s'assimiler et s'adhérer à ce principe européen. Et on a essayé de quitter tout notre passé oriental, pardon. Je pense que c'est quelque chose qui était une expérience très historique. Donc, nous sommes en Europe centrale, mais en ce qui concerne notre histoire, notre culture, nous sommes incrustés dans la culture occidentale. Donc, je pense que c'est quelque chose où il n'y a pas de débat. Donc, et deuxième chose, nous sommes les agents de solidarité. En 2004, c'était l'année de la culmination en ce qui concerne dans sa symbolique. On a bien réussi ce que nous avons voulu. En 99, l'association à l'OTAN. C'est là où nous nous sommes demandé de trouver de nouveaux principes, de nouvelles valeurs. Qu'est-ce que l'Europe centrale, quelle était la contribution d'Europe centrale à l'Union européenne? Et je pense qu'il y a une notion qui résume bien, c'est la solidarité. Je pense que cela peut être retracé à des racines judéo-chrétiennes. Il y a 40 ans, on a eu un appel aux travailleurs d'Europe de l'Est, Europe orientale, et c'était un programme de solidarité. Et en 81, c'était la République des municipalités. Enfin, non, pardon, c'était de la République autogouvernante. Et je pense que c'était vraiment une victoire pour l'Europe centrale et orientale. Et il nous fallait 16 ans. Et on ne remarque même pas dans notre quotidien de l'Union européenne, mais il faut toujours se concentrer sur la politique de cohésion de cette région parce que l'importance de la politique de cohésion est en augmentation, est devenu plus important parce que cela a défini notre approche à la révolution ukrainienne. On était déjà des États membres de l'Union européenne. C'était un peu différent que la situation d'un an avant, avec la révolution géorgienne.
Mais si quelqu'un me pose la question si nous avons de l'influence sur la politique européenne à l'époque, moi je dis oui, tout à fait. On a eu notre programme européen, on a eu les programmes en protégeant, en la défense de nos valeurs européennes qu'on aurait pu utiliser. Et si on regarde la politique orientale avec le partenariat oriental, c'était notre idée avec les Suédois, avec le Royaume-Uni et les États-Unis nous ont soutenus dans nos efforts, mais c'était notre idée. C'était pas c'était pas un traitement, gestion de partenariat qui était le résultat des actions de la Russie, mais c'était vraiment un partenariat oriental qui était notre idée. Et c'était aussi la politique d'énergie qui fait aussi partie de nos outils. Le départ, j'ai participé aux négociations depuis 2006-7 déjà. Nous n'avions pas encore de gaz. Slovaquie, la Bulgarie, pendant 2-3 semaines, devait fonctionner sans le gaz russe. Alors, nous avons dû mettre en place une union solidaire pour l'approvisionnement du gaz. Cette solidarité, cela veut également dire ça voulait dire également réaction commune au printemps arabe, par exemple. Ou bien quand on était endetté jusqu'au cou, comment lancer alors un programme de solidarité afin de pouvoir s'en sortir? En ce qui concerne la pandémie et la vaccination, eh bien, je pense que ça marche, on est plutôt solidaire. Bon, il y a quelques petits soucis, mais je pense que fondamentalement, ça marche. En fait, si nous persistons à soutenir les valeurs européennes en lesquelles nous croyons profondément, je pense que grâce aux expériences des 20-30 dernières années, je pense que les valeurs européennes sont très importantes pour nous. Les idées européennes en fait, sont les bases de notre fonctionnement. Il y a par exemple la politique climatique également. J'essaye de bien respecter mes 20 minutes. Donc, quelquefois, je regarde un petit peu ma montre. Il faut établir un équilibre en ce qui est particulier, en ce qui est universel. Ça, bien sûr, ce n'est pas l'idée de l'Europe de l'Est, mais pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est très important actuellement. Notre force dans le passé et notre force au présent vient du fait qu'on puisse bien conjuguer les éléments particuliers et les éléments globaux. Il faut, c'est-à-dire, trouver le bon équilibre entre des valeurs communes et entre les valeurs particulières. D'ailleurs, dès le départ, c'est ce qui est reflété par la devise de l'Union européenne, car les pères fondateurs étaient persuadés, comme c'était d'ailleurs le cas déjà en Europe chrétienne, que on croit dans la même chose, malgré le fait qu'on ait une identité particulière et qu'on appartienne à d'autres nations. C'est-à-dire, il faut croire qu'on est tous européens. Ça n'affaiblit en rien notre identité particulière. C'est-à-dire, il y a une identité européenne qui peut être vraiment un gage de sécurité, de stabilité en politique, en économie, ainsi de suite. Et puis, il y a des particularismes. Donc, en fait, il y a bien sûr des éléments de risque. Il y a certaines volontés aussi qui essaient d'entraver la liberté, mais malgré cela, je pense que quand on retrouve l'unité dans la différence, je pense que, en fait, c'est vraiment la base de toute l'Union européenne.
j'essaie d'ailleurs de comparer certaines choses. Donc, on peut bien sûr comparer nos différences afin de pouvoir les comprendre, car si nous comprenons nos différences, nous pouvons améliorer notre union. Si nous voulons faire face à cette question et si nous voulons intégrer une communauté, eh bien, il faut vraiment être clair. Nous avons voulu quitter le système communiste, c'est-à-dire il y avait des valeurs qui nous ont été importantes, c'est-à-dire quand nous avons commencé notre processus d'adhésion à l'Union européenne, quand nous avons commencé à intégrer nos pays de Visegrad, il y avait des valeurs de base et ces valeurs de base doivent rester telles quelles, comme gage de notre avenir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Buzek, de ces pensées. Je pense que de temps en temps, il faut s'interroger. Et non simplement s'interroger sur notre passé, sur notre avenir, mais il faut quelquefois nous rappeler quelles sont les valeurs qui nous avaient déterminés dans le passé lointain, qui nous ont déterminés dans le passé récent et qui nous déterminent toujours et que nous pourrons léguer aux générations à venir. Probablement, ça va être une des questions fondamentales de notre coopération européenne dans l'avenir. Merci de votre conférence. Et maintenant, j'aimerais passer la parole au ministre Martonyi. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Chers amis, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, merci de la possibilité de pouvoir parler avec vous. Ce n'est pas pour la première fois qu'on se voit lors d'une conférence. Ce qui est néanmoins intéressant et un point à relever, c'est que cet institut qui est notre hôte actuellement, et bien dans son activité, reflète beaucoup la tendance française, dont je me réjouis. Personnellement, je m'en réjouis. D'autant plus que le sujet d'aujourd'hui, en fait, peut revêtir d'une importance toute particulière en ce qui concerne la coopération entre l'Union européenne, Pays de Visegrad et la France. Il y a alors trois questions qui sont entreliées. Trois questions pour lesquelles j'ai instauré trois dimensions. Et je pense que la première est vraiment la plus importante. Il s'agit alors de la dimension intellectuelle et culturelle. Si vous voulez, c'est une dimension mentale, spirituelle, culturelle. Pourquoi je vous dis tout cela? Si nous voulons comprendre la coopération entre les pays de Visegrad, si nous voulons comprendre cette identité de l'Europe centrale derrière ce regroupement, eh bien, il faut partir de cette dimension culturelle, mentale, spirituelle. Plusieurs raisons sont à relever et plusieurs conséquences sont à souligner. Comme nous avons déjà entendu au départ, nous n'avons pas de système institutionnel avec des compétences définies. Nous n'en voulons pas d'ailleurs. En même temps, nous avons des débats, nous avons des différends d'intérêts, bien évidemment. Bien sûr, nous pouvons bien avoir des différences politiques. Et cette situation change continuellement. Mais, et là je souligne, nous resterons toujours en Europe centrale, avec cette identité de l'Europe centrale. La première question que j'aimerais alors poser, c'est notamment cette question-là. Est-ce que ça existe une identité de l'Europe centrale? Ma réponse est clairement un grand oui. Et
un des éléments les plus importants de cette identité de l'Europe centrale, c'est que cette identité fait partie de l'identité européenne. C'est une partie intégrante de cette identité européenne. Il ne s'agit pas d'une identité indépendante et particulière. Non. Il ne s'agit pas alors d'un sentiment d'appartenance à autre chose qu'européenne. Non, c'est un sentiment d'appartenance à l'Europe. Et Ajit Buzek vient de dire que nous appartenons à l'Ouest. Oui, nous appartenons à ce monde occidental au sens où l'Europe centrale fait partie de l'Europe, a toujours voulu faire partie de l'Europe, fait partie actuellement à l'Europe et fera partie toujours à l'Europe. En revanche, bien évidemment, il y a plusieurs caractéristiques spécifiques pour ce qui constitue cette identité plutôt de l'Europe centrale. J'ai noté quelques mots, quelques concepts afin de pouvoir caractériser cette identité. Comme au départ, j'ai voulu parler en français, j'ai noté ces termes en français. Je vais les garder. Je vais les garder en français parce que je pense que il ne faut pas les traduire en aucune langue, ces termes-là. Pourquoi? J'aimerais donner l'exemple qu'il y ait une certaine unité de langue et de culture. Pourquoi je vous dis ça? Voilà les mots. Diversité, intensité, créativité, sensibilité, nervosité, nostalgie, mélancolie, pessimisme, angoisse. Et bien là, on peut y avoir un petit problème. Bon, ça c'est déjà un mot plutôt commun. Peut-être sens de l'humour ne nécessite pas de traduction non plus et probablement complexe d'infériorité, ça ne nécessite pas de traduction non plus. En fait, ce complexe d'infériorité souvent se transforme en complexe de supériorité. Ça fluctue. À un moment, nous souffrons de complexe d'infériorité et à un autre moment, complexe de supériorité, mais les racines sont identiques. Eh bien, nous, les Hongrois et les autres aussi, les autres nations de l'Europe centrale, même pour les Polonais, eh bien, je pense que c'est vrai pour nous tous, c'est que notre idée sur nous-mêmes, eh bien, ce ne recoupe pas toujours la réalité. Alors, je pourrais aussi dire que quelquefois, dans certaines situations historiques, on se pense plus fort, plus grand qu'on ne l'est, en fait, dans la réalité. L'histoire hongroise pourra fournir amplement des exemples pour soutenir cette thèse. Au XVIIIe et au XIXe siècle, nous avons dû faire face à une guerre d'indépendance et à des révolutions qui duraient longuement. Eh bien, franchement, 150 ans plus tard, si on regarde cette situation, c'était déjà perdu en avance. Au XVIIIe siècle, pendant la guerre tentée contre les Habsbourg par Rákóczi, pendant un moment, nous avions le soutien du roi français, mais dès qu'il y en avait plus de soutien, on n'avait aucune chance. Par la suite, au XIXe siècle, la petite armée hongroise a voulu vaincre l'armée autrichienne, Habsbourg et russe réunis. Bien évidemment, c'était pas possible. Et puis, en 1956, une centaine de jeunes ont voulu combattre la plus grande armée du monde de l'époque, l'armée rouge. Je pense que c'est pas un caractéristique négatif. Très probablement, c'est quelque chose qui est une tactique de survie en Hongrie, en Pologne. Oui, on a voulu combattre. On a voulu être nous-mêmes et rester nous-mêmes. Et bien évidemment,
il en découle certaines d'autres phénomènes, notamment ce que nous pouvons quand même vraiment dire, c'est que en ce qui concerne les attaques extérieures, eh bien, c'était des attaques extérieures qui étaient contre notre vie et communauté même, c'est-à-dire il y avait des attentes et des attaques extérieures qui ont voulu annuler notre chrétienté, notre existence, notre nationalité. C'est pourquoi, dans cette zone de l'Europe, notre appartenance à l'Europe et à la chrétienté, très probablement, c'est plus important que dans d'autres régions européennes. Ni les Hongrois, ni les Polonais, ou je pourrais ajouter les deux autres, nous n'aurions pas pu maintenir notre communauté si on n'était pas entré dans la communauté chrétienne. Je sais que tout le monde connaît ces faits, mais je répète toujours et à nouveau parce que sans cela, on ne peut pas comprendre la politique de l'Europe centrale et nous ne pouvons pas comprendre ce qui se fait, ce qui se passe dans cette zone de l'Europe. Pendant que au Moyen Âge, c'était les grandes nations européennes qui se livraient guerre. Par exemple, la guerre de 30 ans, guerre de 100 ans ou des guerres de religion. C'était Européens contre les Européens. Mais à ce moment-là, nous étions en train de combattre contre les attaques turques, par exemple, afin de pouvoir sauvegarder au moins une partie de notre pays. Les Hongrois et les Hongrois, pendant des centaines d'années, ont vécu sous d'autres régimes et États et se sont maintenus comme nation parce qu'ils voulaient rester européens, ils voulaient rester chrétiens. Alors, un des éléments très importants de notre identité, c'est que chez nous, il y a encore plus de diversité. Il y a déjà plusieurs formes de croix. Avant l'Holocauste, c'était dans cette région-là qu'il y avait plus de synagogues. En Hongrie, par exemple, petit territoire, beaucoup de langues, beaucoup de religions, probablement beaucoup de contradictions également, mais aussi beaucoup de tolérance. 1542, c'était déjà stipulé par la loi qu'il y avait une tolérance religieuse. Donc, c'est un monde bien compliqué. Mais qu'est-ce que ça veut dire une Europe plus dense, une Europe qui tourne à une vitesse plus importante? J'aimerais vraiment me référer au dernier livre d'Hubert Védrine qui démontre qu'il y a une multitude de calendriers. Eh bien, chez nous, c'est tous les calendriers qui sont présents en Europe centrale. Nous avons le calendrier de chrétiens de l'Ouest, de l'Est, juifs. Vers le Sud, c'est aussi musulman. Nous avons tous les calendriers possibles et imaginables. C'est pas facile, mais ça nous rend plus riches. Je pense que c'est ce qui est le plus important en ce qui concerne cette question d'identité. Encore une chose, à cause des attaques, à cause de ces attaques subies, cette région traditionnellement a une technique de défense. On n'a pas eu de colonie. Nous n'avons jamais attaqué d'autres nations. Bon, il y a quelques petits exceptions, mais c'était des guerres locales. Nous n'avons pas mené de guerre coloniale. Mais avait toujours peur de survivre. Et alors, conformément à cela, il était toujours très important pour cette région-là de l'Europe de sauvegarder et de maintenir son identité par son indépendance. Eh bien, si on traduit tout cela en langage juridique, c'était la souveraineté qui était importante. Il faut aussi comprendre cela. Pourquoi? Comme nous avions une stratégie de défense,
il en découlait pour nos pays-là qu'il fallait toujours réagir contre les interventions. Je ne veux pas dire par cela que nous avons toujours raison, pas. Non, non, non. J'aimerais juste vous faire ressentir comment nous réagissons, nous, à cette identité de l'Europe centrale. Bien évidemment, il y a des raisons historiques, etc. Je n'ai pas le temps maintenant de faire le tour de tout cela. Donc, oui, à Visegrad, plusieurs autres étaient présents. Donc, oui, Visegrad, c'est un petit dilemme. Oui, Visegrad n'est pas toute l'Europe centrale. L'Europe centrale est un peu plus vaste, mais bon. Mais, ce qui est le plus important alors, c'est que nous devions toujours nous défendre et cette technique et sa stratégie de défense peut expliquer le fait que même de nos jours, nous avons le ressenti et le sentiment que certaines choses, qu'il s'agisse du cadre de l'intégration européenne, nous voulons trancher nous-mêmes. Je me répète, on n'a pas toujours raison, hein? Non, non, c'est pas ce que je dis, mais c'est un sentiment que nous avons et il faut absolument que ça soit pris en compte. Outre les raisons historiques, il y a bien évidemment des raisons géographiques. Nous sommes à l'extrémité de l'Europe. Il y a plus d'orages, pour ainsi dire, plus de tempêtes. Alors, les facteurs extérieurs, eh bien, nous y sommes plus sensibles. Il faut que nous y soyons. Et voilà que s'ouvre la deuxième dimension. C'était la dimension la plus importante alors, mais s'ouvre la deuxième dimension. Ça, c'est la dimension géopolitique. Nous avons une situation géopolitique donnée et cette situation implique plusieurs choses, notamment, par exemple, dans le contexte de l'intégration européenne, dans la situation actuelle, l'élément le plus important, c'est de nous représenter vers l'extérieur et renforcer alors notre force d'échange extérieur et nous pouvons, grâce à une synergie entre l'échange extérieur commercial et l'échange extérieur politique, que nous puissions avoir un impact plus important. Notamment, alors, c'est dans ce cadre qu'il faut également évaluer le partenariat oriental. Mais il est également très important de prendre en compte la zone à l'ouest, pardon, au sud de nos pays. Hubert Védrine a mentionné la migration. Eh bien, pour nous, c'est quelque chose de plus intense. D'une part, nous voyons l'exemple des pays occidentaux, mais nous sommes en périphérie. En périphérie. Eh bien, nous sommes les derniers remparts et nous ressentons ce danger. Je n'aimerais pas m'attarder sur cette question, mais ce qui est sûr, mais nous y avons déjà fait référence, c'est que je suis fermement convaincue, et cela depuis plusieurs années, que si on veut vraiment aider les vrais réfugiés, il faut stopper la migration. Les deux, ça ne marche pas de pair, ni géographiquement, ni démographiquement, ni sécuritairement, ni culturellement, religieusement, ça ne marche pas ensemble. Et ça, il faut comprendre. Pourquoi il faut comprendre? Il faut, en revanche, pouvoir et devoir aider les vrais réfugiés, notamment à cause des valeurs humaines et à cause de la solidarité qui nous est importante. Donc, notre situation géopolitique est particulière. Mais en somme, ce que nous pouvons dire, c'est que pour nous, la sécurité est plus importante. Et en matière de sécurité, moi-même, je pense qu'il faudrait une politique beaucoup plus ferme. C'est pourquoi
On pense souvent que ça vaut pas la peine de parler en général de l'augmentation, de la démonstration des compétences des institutions européennes. Non, dans certains domaines, il faut que l'Europe soit plus forte. Et dans d'autres domaines, je pense qu'on n'en a pas vraiment besoin. Mais bon, je n'exclus pas que pour faire valoir des intérêts, dans certains cas, certaines institutions génèrent certaines contraintes réglementaires. Et là, peut-être, ça vaudrait le coup de revenir un petit peu en arrière. La troisième question dont je voudrais parler, c'est la dimension économique. Dans l'ordre que j'ai fait ma présentation, ça se voit bien que j'ai un peu renversé cette idéologie fausse qui définit tous les phénomènes sociaux qui définissent l'économie. Donc, je pense que l'économie est tout de même important et je pense que l'Europe centrale et les 4 de Visegrad en particulier font partie de la région qui est en développement la plus dynamique de l'Europe. Donc, on essaye quand même de s'améliorer et aussi chacun de nous a ses considérations personnelles et particulières. Or, je pense que quand nous acceptons les principes inclus dans l'article 2 de notre document de fondation, je pense qu'il ne fallait pas vraiment appliquer des prescriptions prédéfinies, mais je pense que les ressources budgétaires d'employer les ressources financières d'une manière équitable, ça c'est une question, mais ensuite, comment on traite les questions de la théorie de gender, je pense que ça c'est une autre question. Donc, mais là, je pense qu'il est important que si l'Europe centrale capable d'employer de multiples calendriers et d'honorer de multiples formes de croix et qu'on a une multitude de langues. Je pense qu'il faut que nous comprenons également au niveau européen qu'il faut qu'on soit plus tolérant, il faut qu'on se respecte plus. Il faut qu'on se respecte l'identité communautaire de chacun de nous, tout en acceptant notre communauté, ensemble, notre communauté collective. Si une région a bien appris, a bien tiré cette leçon, je pense que ça, c'est l'Europe centrale. Et pour cette raison, je ne pense pas qu'il soit digne de parler de la question que certains pays, certains États membres de l'Union européenne font des petits clins d'œil à l'extérieur d'Europe. Je pense que c'est pas du tout juste. Je pense que la presse occidentale, que nous n'aimons pas toujours, mais c'était dans la presse occidentale qui a proposé un peu qui est-ce que sera le prochain État membre à quitter l'Union, si c'est la Pologne, la Hongrie. Non. Il y en aura pas de pays, de tel pays. C'était pas nous qui a voté contre. Enfin, c'est pas quelque chose contre. Je pense que les qualités culturelles, géographiques, politiques, économiques de cette région est tellement, de l'Europe est tellement particulier qui garantit notre appartenance à cette communauté européenne. Je pense
que notre coopération de Visegrad sera utilisée pour la construction européenne de cette région, et que ça soit économique ou culturel. J'ai malheureusement pas le temps d'entrer vraiment en détail, mais je pense que notre coopération de Visegrad restera très constructive dans l'avenir aussi. C'est une coopération régionale qui est la pierre angulaire de notre intégration pan-européenne. Il y a d'autres coopérations similaires, mais je pense que les 27 parties ne peuvent pas toujours coordonner sur toutes les questions, mais on peut quand même faire un effort d'essayer de faire ainsi, et c'est ce que nous faisons. Je pense que c'est uniquement dans cette manière que nous pouvons accepter une démarche collective. Et je pense que nous, en tant que pays de Visegrad, même si maintenant ici je suis en train d'exprimer mon opinion personnelle, mais je pense que nous, en tant que pays, enfin notre communauté de pays de Visegrad, je peux dire au nom de tout le monde que cette coopération restera forte et fructueuse dans l'avenir aussi. Merci, Monsieur le ministre. Et vu que nous avons à peu près une demi-heure de notre conférence, nous avons la possibilité d'avoir une petite discussion. Si je ne me trompe pas, Monsieur Bouzek nous a déjà quittés. Donc, du coup... Ah non. Monsieur le Président, vous êtes là? Ah oui. Alors, je vais demander si vous voulez réagir aux présentations des autres. Si peut-être, Monsieur Védrine, vous avez entendu quelque chose par rapport à la présentation de Monsieur Bouzek ou Monsieur Mortoni sur l'identité d'Europe centrale. C'est intéressant d'entendre dans votre présentation que finalement les Français ne s'intéressent pas trop à cette région d'Europe centrale. Et comme Monsieur Martoni disait, nous sommes très occupés par nous-mêmes. Parfois, nous nous sentons un peu plus forts que nous ne le sommes, parfois moins forts, mais quel est l'aperçu à partir de la France, malgré le fait que l'opinion publique ne s'intéresse pas trop, mais l'élite politique dont vous faites partie depuis des décennies, quand même, cette élite politique devrait avoir une sorte d'opinion, une sorte d'aperçu de cette région d'Europe centrale. Donc, si vous pouvez exprimer vos idées dessus. Je vais reprendre la parole, mais très brièvement, parce que je l'ai un peu dit tout à l'heure. J'ai dit sans méchanceté masochiste que... Vous m'entendez? Ça marche? Non? Est-ce que ça marche? Oui. Oui? J'entends, mais seulement en français. Je n'entends pas. Bien là. La discussion avec des Polonais, que ça dure un peu. Je le rappelle dès que j'ai fini. Vous m'entendez ou pas? J'ai pas de retour là. Oui, on vous entend très bien. Donc je peux parler, d'accord. Bon, donc je serai bref parce que je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure. J'ai dit un peu ironiquement à propos des Français qu'ils n'ont pas une connaissance particulière, ils ne s'intéressent pas spécialement à l'Europe centrale en général, mais j'ai fait remarquer que leur degré d'intérêt, même pour des pays beaucoup plus proches et beaucoup plus connus, n'était pas énorme non plus. Donc les Français, vous le savez tous, sont très égocentriques. Mais ils ne s'intéressent pas tellement à la Scandinavie non plus, vous voyez. Ils ne savent pas très bien ce qui se passe dans chaque pays. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, même des pays très proches, le degré de connaissance est assez faible, en fait. Alors, à la fois, je le regrette, je trouve ça ridicule, mais en même temps, la contrainte pour les gouvernements est moindre. C'est moins pire que si les opinions avaient des points de vue tout à fait arrêtés, difficiles à gérer. Bon, ça, c'est un rappel.
Et je trouve qu'en tout cas, sur le plan de la culture, des échanges intellectuels comme le nôtre ce matin, des rencontres, des visites, là, moi, je suis à fond pour une intensification dans tous les domaines des échanges. Je pourrais ajouter l'économie, la science, la technologie, l'écologie, etc. C'est évident qu'on n'en fait pas assez. On n'en fait pas assez, mais c'est un travers français classique, ça. Et moi, depuis que je participe au débat public dans mon pays, j'ai toujours combattu cette attitude. Donc, je pense qu'il faut l'ouvrir. Après, je me bornerai à dire que tout ce que vous avez dit, tout ce qu'avait dit M. Bouzek, M. Martoni, tout ce que vous avez dit sur l'identité, à la fois globalement et plus particulièrement, tout ce que vous avez dit sur chacun de vos pays, ça m'a passionné, ça m'a intéressé, je trouve ça justifié, ça ne m'a jamais choqué, jamais choqué. Au contraire, je ne pense pas que le dialogue en Europe puisse être riche à partir de la négation des identités. Je ne crois pas qu'on puisse remplacer les identités profondes, historiques, culturelles, même avec leurs différences, en prétendant les supprimer, les remplacer par des concepts globaux qui sont trop creux et qui fait que les peuples décrochent par rapport à l'idée européenne. Donc pour moi, l'Europe, c'est l'addition de l'ensemble des identités, ce n'est pas leur négation. Donc ce que vous avez dit m'a beaucoup plu, voilà, en résumé. C'était très intéressant, mais ça devrait se traduire donc par beaucoup plus d'échanges. Merci beaucoup. Je pense que oui, avec cette conférence, avec les interprètes en 4 langues, je pense qu'on essaye de faire preuve de cet dialogue multiculturel et cette série de conférences également. Je pense que si nous regardons le titre de notre conférence d'aujourd'hui, quelle est votre opinion de cette tâche, de cette mission? Est-ce que vous avez de l'espoir de réussite? Où est-ce que vous voulez voir la fin de ce processus dans 1 an? Monsieur Bouzek, je pose cette question à vous. Oui, merci. J'ai quitté notre réunion pour 20 minutes, mais maintenant je suis de retour, heureusement. Je pouvais quitter le Parlement à Bruxelles et maintenant je suis de retour et avec vous de nouveau. Donc merci à mon ami Monsieur János Martoni et bonjour János, je suis très content de pouvoir te rencontrer ici, même si c'est à distance. J'ai entendu ton discours, ta présentation, et tu as mentionné un point très important de notre identité. Comme monsieur le ministre Védrine l'avait dit aussi. Je suis d'accord avec vous et ce sont des points très importants, mais pourtant il faut répondre à la question des règles communes. Sans règles communes, il n'est pas possible de construire, de bâtir notre intégration européenne. L'identité est d'une importance cruciale, mais les règles communes sont aussi importantes, je pense, du sens judiciaire, enfin, l'indépendance des médias, la société civile, les procédures gouvernementales indépendantes de la partie gouvernante, de ne pas avoir des oligarques. Je suis très désolée si nous ne mentionnons pas, nous en parlons pas. C'est pas juste, il faut en parler. Je pense que la question d'identité, je suis d'accord que la question d'identité est essentielle, mais si en écoutant vos présentations, j'essaie de réfléchir à des solutions et permettez-moi de m'exprimer tout brièvement. Vous avez mentionné le Parlement européen et mon activité dans les institutions européennes. Enfin, j'essaie de rester actif, mais
Tout d'abord, parlons des institutions européennes comme une solution pour l'avenir. La motivation initiale de l'Union européenne, c'était la paix. C'est de remplacer, d'avoir, établir la paix parmi toutes les nations européennes à travers le dialogue et par des institutions européennes et pas des institutions intergouvernementales. Mais parce que c'est ça à quoi l'Europe se ressemble. Le Conseil de l'Europe, ça c'était le 19e siècle. Enfin, c'était... mais nous, on ne faisait pas partie de ce Conseil de l'Europe historique. Mais quelques institutions européennes, même le Conseil européen, se comportent comme au 19e siècle. Alors, moi, j'aimerais avoir plutôt donc de se tourner vers les institutions communautaires, comme enfin, le marché commun, union numérique, union énergétique, union climatique, basée sur la solidarité. Je pense que ce sont des éléments sur lesquels il faut qu'on travaille. Et comme j'ai dit, on peut avoir de l'influence du point de vue de l'Europe centrale, comme la sécurité, la prospérité ou la sécurité sociale, ce sont des éléments, mais c'est aussi important, ces questions de sécurité, que d'avoir d'autres questions, enfin, toutes les questions que vous avez mentionnées, la migration, le terrorisme et tout ça, la question sécuritaire, je suis d'accord, c'est très important. J'ai même pas essayé, même pas tenté de résoudre ce grand problème dans ma présentation, mais je pense que pourtant la démocratie ne va pas trop bien de nos jours. Les démocraties, les règles démocratiques, c'est pas facile pour nos citoyens, mais il faut tout de même viser cet objectif, la culture. De bâtir des ponts culturels pour lier nos diversités, pour associer notre diversité culturelle, d'avoir des valeurs communes, enfin, des valeurs communes, mais la perception, ça peut différer. Je suis d'accord là, mais d'avoir des règles communes et une société civile éduquée, informée, ça, ce sont des piliers essentiels et c'est pour cette raison qu'il faut qu'on continue à investir dans notre société civile européenne. Et maintenant, là, je parle en anglais dans notre conversation, mais il faut qu'on se rappelle que même après Brexit, ça, c'est la langue universelle de l'Union européenne parce que la Malte et un autre État membre ont décidé d'utiliser, de garder la langue officielle, l'anglais. C'est pour ça que moi aussi, j'ai utilisé cette langue. Donc, je remercie cette invitation et tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, tout ce que vous avez dit, je vais garder dans mon esprit, je vais y réfléchir et ça va influencer mes réflexions. Donc, merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Et maintenant, j'ai une question à Monsieur Martoni, puisque, János, tu parlais de l'identité, de la question d'identité avec passion, et on a l'impression que de nos jours, de parler d'identité comporte beaucoup de risques. Donc, c'est très risqué. Dans le système institutionnel européen ou dans le système institutionnel international, ils essayent de se distancier d'une manière très consciencieusement de prendre des propos identitaires. Ils se sentent en sécurité dans les domaines plus définis, plus exacts. Quelle est ton expérience dans ta carrière diplomatique? Est-ce que tu as l'expérience de pouvoir parler de ces questions identitaires franchement, ou il fallait juste en parler
un peu plus délicatement, dans un emballage diplomatique, où il y a eu des conférences qui traitaient ces sujets. Quelle est ton expérience? Oui, merci pour cette question. Heureusement, je ne suis plus diplomate, donc là, j'ai la liberté d'utiliser n'importe quel mot que je veux. Mais aujourd'hui, il faut que j'ajoute, aujourd'hui, chaque mot a plus de connotation dans notre monde. Comme résultat, il en résulte que chaque mot est dangereux aujourd'hui. L'identité a au moins 3 différentes significations. Dans la vie publique américaine, ça veut dire quelque chose de tout à fait différent que cela signifie en anthropologie ou ce que cela signifie en Europe centrale. On a parlé de la question des valeurs. Je pense que notre point de départ en Europe, d'un côté, ça c'est le respect. Et de l'autre côté, ça c'est la tolérance. Ça, c'est les deux choses les plus importantes parce que ce sont ces deux aspects qui garantissent la diversité, cette multiple diversité que nous voulons avoir. Permettez-moi de donner un exemple. Dans mon introduction, j'ai essayé de souligner l'importance, ici en Europe centrale, pardon, l'importance du christianisme, de la chrétienté, d'être chrétien. Je pense que l'opinion publique française est probablement d'accord sur ce point. Il y a un livre français publié il y a 4 ans par Georges Castellan, Dieu garde la Pologne, qui parle de l'Église catholique, comment l'Église catholique a été, l'Église catholique a sauvé la Pologne. C'était écrit en français par un Français. Donc, je pense que là, voilà, nous avons une valeur commune. Si la partie occidentale d'Europe peut comprendre la partie plus chanceuse d'Europe, s'ils peuvent comprendre pourquoi il est tellement important pour nous de cette notion de cette valeur de chrétienté. Il ne s'agit pas vraiment soi-disant de pratiquer la religion, mais c'est les valeurs chrétiennes. Je pense que si eux, ils peuvent comprendre, alors nous aussi, nous pouvons comprendre pourquoi il est tellement important dans certains pays d'Europe de l'Ouest, la sécularité ou la laïcité. Donc, c'est aussi pour cette raison qu'on peut s'identifier ou comprendre les notions de la liberté, égalité, fraternité. Et que l'identité européenne, c'est l'ensemble de toutes ces valeurs. À l'époque, la théologie catholique a fondé la dignité humaine, etc. Donc oui, on a des racines communes. Donc toutes ces valeurs ont des racines communes. Et où le rôle de la réformation dans la création des communautés, dans la fédéralisation réelle qui a eu lieu à cette époque. Donc, c'est un mot pareil à l'identité qui a plusieurs sens, plusieurs significations, mais je pense que pour répondre à la question, que les mots sont dangereux et ça vaut le coup d'avoir des débats, des discussions sur la signification de certains mots, comme cette occasion d'aujourd'hui, d'ailleurs. Comme mon ami Jibouzek parlait de certains éléments de l'article 2, ce sont les points connus comme l'état de droit, etc. Je pense que ces valeurs, l'existence même de ces valeurs et la reconnaissance de ces valeurs, acceptation de ces valeurs, là, il n'y a pas de débat. Il n'y a aucun débat. Il y a un consensus. On les accepte.
peu importe de l'affiliation politique européenne. Évidemment, il y a une minorité qui n'est pas d'accord, mais cela n'importe pas. Mais je pense que les valeurs incluses dans l'article 2 sont acceptées par nous tous et considérées importantes par nous tous. Là où il y a le débat, c'est les faits. Et ça, c'est difficile. C'est compliqué. Les faits sont débattus. Et les faits, et ça serait bien de pouvoir définir, prouver les faits dans le domaine juridique. Les faits sont toujours prouvés, évidemment, cher Hubert. Notre profession commune, nous acceptons par définition que les faits sont les faits qui sont prouvés. Par contre, dans notre monde, les faits sont circulés par les médias sans des vérifications, sans réglementation, et je pense que ça c'est dangereux. Il y a un autre danger que cela, en fait, enlève la crédibilité de l'argumentation, des propos, donc tout ce qui est prédéfini, ça peut nuire à notre santé politique, santé culturelle, de vie publique. Donc je pense que si nous prenons au sérieux ces valeurs, on respecte ces valeurs, il faut qu'on pense sérieusement que ces faits, comment ces faits peuvent être validés, expliquer, prouver et quelles conséquences juridiques on peut associer à ces faits. On a eu dernièrement cette décision du budget et on va avoir une décision juridique où la Cour de justice va déclarer quel type de justification peut être associée à tel ou tel fait. Donc, j'entre dans des détails trop spécifiques et professionnels, mais pour résumer, je voulais dire qu'il faut trouver des dénominateurs communs de pouvoir définir, que nous entendons les mêmes choses sur les faits que nous débattons, et la tolérance et la compréhension mutuelle et la solidarité sont des valeurs qu'il faut qu'on continue à respecter. Merci beaucoup, Monsieur Védrine, que vous soyez également là. D'ailleurs, j'aimerais signaler que nous avons reçu dans la fonction chat des questions importantes. Notamment, il y a une question concernant les jeunes. Comment les jeunes peuvent retrouver leur place? Geza Yasaski, l'ancien ministre des Affaires étrangères en Hongrie, demande à M. Buzek quel est en fait le sort des minorités en Europe. Et Peter Szegvári a posé une autre question, notamment si le groupe de Visegrad pouvait jouer un rôle de passage et de pont afin de renforcer le rapprochement paisible en plusieurs pays. Ce que M. Védrine vient de dire, par exemple, par rapport à la Chine, voilà, c'était notamment dans ce contexte que cette question a été posée. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Sur la question de la jeunesse, je n'ai rien à dire d'original parce que la nature règle la question. Tous les jours, il y a des gens qui meurent, il y a des jeunes qui grandissent. Donc les jeunes prennent inexorablement leur place normalement. Je ne sais pas s'il faut traiter les jeunes comme une catégorie en choix. Ils ont des opinions politiques différentes.
Par exemple, en France, il y a plein de jeunes qui sont anti-européens. Il y a des jeunes chez Marine Le Pen et chez Mélenchon qui sont anti-européens. Donc, les jeunes n'est pas une catégorie politique, en fait. C'est une catégorie démographique. Et là, il y a plein de jeunes qui vont avancer normalement de plus en plus, etc. Donc, je n'ai pas de réponse globale par rapport à ça. Mais la nature va régler la question. Alors, je réagis en 1 minute à ce qu'a dit mon ami János Mártonyi sur la question des valeurs chrétiennes. Pour vous rappeler simplement, pour une bonne compréhension de la France, que la France est un pays très déchristianisé aujourd'hui, en fait. Et les Français qui se reconnaissent dans une notion d'origine chrétienne, qui est pour moi une évidence, l'origine, ce n'est pas les valeurs, les croyances d'aujourd'hui. Hein. Même là-dessus, rappelez-vous que le président Chirac s'était opposé à que on accepte de dire que l'Europe avait des racines chrétiennes. Alors que les racines sont évidentes, aussi bien depuis 2000 ans que dans la création de l'Union de l'Europe, par les démocrates chrétiens. Donc, parce qu'en France, il y a eu une confusion sur la notion de laïcité. Il y a une définition de la laïcité à la française qui est géniale, qui est la meilleure réponse connue à la coexistence entre des religions et des croyances différentes. On coexiste, et dans la sphère publique, on est laïque, c'est-à-dire que personne n'utilise la sphère publique pour imposer ses croyances aux autres. Mais les croyances sont respectées, elles sont respectables, dès lors qu'elles jouent le jeu des règles républicaines globales. Il y a une autre interprétation plus militante de la laïcité en France, qui est que les religions ne comptent plus. Et ça, c'est un contresens absolu. Un contresens absolu, historique, et même aujourd'hui, même réellement, dans le monde chrétien, dans le monde musulman, évidemment, etc. Mais je dois dire que c'est assez fort en France, cette vision. Vous voyez ? Alors, ce n'est pas du tout ma position. C'est pas ce que je pense, mais c'est assez fort. Voilà, d'où la particularité de la France dès qu'on aborde ces questions, et une gêne, des précautions, voire une hostilité qui va au-delà du respect des règles communes. Encore une fois, c'est une intervention très, très personnelle, ça. Voilà. Merci beaucoup. Par rapport à cela, j'aimerais attirer votre attention à un programme futur qui va être organisé le 7 juin. Kurt Koch va être notre invité, le cardinal Koch, qui est responsable de la congrégation responsable au dialogue intercommunautaire. Monsieur Rougeau va être également invité. Et ce qui est également très intéressant de dire que son père était le secrétaire de Robert Schuman. Et puis, nous allons également avoir un pasteur protestant, mais qui était pendant 10 ans le premier ministre du Pays-Bas. Donc, par rapport alors à ça, on va pouvoir discuter de manière très intéressante. Ça va être le 7 juin dans l'après-midi. Et Edith, tu as probablement un retour en ce qui concerne la jeunesse. Oui, en effet, nous avons plusieurs projets et programmes ciblant la jeunesse. Je pense que la génération à venir a une grande mission à accomplir. Tout d'abord, la participation, c'est très important. Bien évidemment, dans la coopération même de Visegrad, ce qui est très important, c'est de dialoguer. Et alors, c'est pourquoi il est également important que l'on puisse également connaître les langues de ces pays-là. Donc, il faut qu'il y ait des jeunes qui puissent parler ces langues des pays de Visegrad, car c'est également une des gages de la bonne cohabitation. Il y a également un enseignement très important, et notamment la capacité d'avoir une pensée critique.
comme János Bartoni, monsieur le ministre, a souligné qu'il y a trop d'informations qui circulent dans le monde. Et c'est notre esprit critique qui va pouvoir interpréter, donner un sens à tout cela. Il faut absolument que la jeunesse également dispose de cette capacité afin de pouvoir comprendre ce qui se passe. Alors, nous, dans notre groupement, on est toujours en train de chercher une certaine authentification, une certaine justification de notre existence. Pendant que pour les autres zones, c'est moins important, notre zone. Donc, en fait, il y a des facteurs qui changent, en fait, dans toutes les régions européennes. C'est pourquoi, comme il s'agit des variables, il faut les suivre et ça va être la tâche de la jeunesse de les interpréter. Merci beaucoup, Monsieur János Martonyi. Juste, j'aimerais dire un mot à propos de la question du pont. Est-ce que l'Europe centrale pourrait jouer le rôle du pont entre l'Est et l'Ouest? Auparavant, j'ai déjà souligné à maintes reprises que l'Europe centrale, ou bien au moins, limitons-nous à la Hongrie, non, ce n'est pas un pont. L'Europe centrale, c'est un tête de pont. Il y a une différence énorme entre ces deux notions. Un pont enjambe une distance, relie point A au point B. Le pont, c'est au milieu. La tête du pont, c'est ancré dans un côté et c'est le départ du pont. C'est en périphérie et ça doit maintenir le pont. Il faut que ce soit stable. Il faut que ce soit solide, stable, parce que sinon, le pont va s'effondrer. C'est pourquoi je suis persuadée que l'Europe centrale, y compris la Hongrie, je suis hongrois, donc c'est pourquoi je le dis comme cela. Ce n'est pas un pont, mais c'est une tête de pont. Mais c'est une tête de pont particulièrement importante. Et il faut se reconnaître dans cette tâche. Donc, ça se trouve ancré sur un côté et restera à ce côté-là, mais en même temps, crée un lien avec l'autre bord, l'autre côté, l'autre rive. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Et par ces mots, j'aimerais remercier Monsieur Védrine, Monsieur Buzek et Monsieur János et à Edith Batterfy d'avoir pu vraiment discuter ensemble et nous avons mené cette discussion à cette tête de pont. C'était vraiment très important de discuter et clairement, nous avons une responsabilité grandiose en ce qui concerne la jeunesse, justement en ce qui concerne de faire connaître les informations. Monsieur Descassier-Vestel, Monsieur Fayedi et Abbé Jofia ont également travaillé à arrache-pied dans l'organisation. Un grand merci. Merci pour nos interprètes, le travail d'entraide pour rendre accessible cette conférence. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne journée. Köszönöm szépen, Viszlát.